Sama càmmiñ dalal jàmm ak salaam. Nyikienu. Newongo. Bere. Audanse. Vous écoutez Kisigi, le podcast de l'Afrique par les Africains. Je suis Elisabeth. Aujourd'hui, c'est Michel qui nous confie son retour en famille. Diplômée de l'Université du Québec à Montréal en sciences politiques et relations internationales, son goût pour la communication l'amène à faire un cursus supplémentaire. Elle est aujourd'hui directrice d'une chaîne de télévision. Dans cet épisode, ce sont des conseils précieux que Michel nous partage sur sa vie de mère, d'entrepreneur, mais aussi de femme chef d'un service à dominante masculine. Pour moi, c'est important, parce que c'est grâce à ces personnes-là qu'on arrive à faire tout ce qu'on fait. Sinon, on ne pourrait même pas faire la moitié de ce qu'on fait. Parce qu'on se rend pas compte, on se dit que l'Afrique, c'est facile. C'est facile parce qu'on a ces aides-là. Mais sinon, l'Occident est tout aussi facile parce que les choses sont faites en sorte que, par exemple, les enfants mangent en cantine à midi, ils rentrent pas, tu les déposes le matin, tu les récupères que le soir. Les repas, tu peux te trouver des trucs vite fait à faire à la maison, au supermarché et tout. Tu te rends compte de la chance quand tu as vraiment vécu à l'extérieur. Parce qu'on ne peut pas ton enfant à dire merci à ces personnes-là qui font tout pour eux. Quand t'es pas là, comment tu veux que tes enfants respectent les gens dehors? Ils sont même pas capables de respecter les premières personnes qui les torchent et qui leur donnent à manger. Et ces personnes-là ne peuvent pas te rendre ça bien si toi tu le rends pas bien. Parce que tu n'es pas là tout le temps. Quand tu n'es pas là, comment ça se passe? Et le plus important, c'est quand t'es pas là. Un enfant impoli, là, qui va avoir envie de s'occuper de lui? Tout le monde, quand tu es vivant, on voit que ton enfant parle mal aux gens, même toi-même, il t'insulte même. Demain, si tu n'es pas là, qui va vouloir prendre cet enfant chez lui? À quel moment vous décidez à rentrer au Burkina? Donc, on a décidé, on s'était donné une deadline, en fait. Avec la naissance de notre premier, on s'était dit, qui était le seul à l'époque, on s'était dit, on rentre avant qu'il commence l'école. Donc, on savait déjà depuis 2008-2009 qu'on rentrerait. Et donc, on a mis la deadline comme ça. Et puis, lui, il est né en 2009. Donc, du coup, en 2013, fin 2012, début 2013, on a commencé à y penser, à organiser un peu le départ, à voir un peu qu'est-ce qu'on ferait exactement, essayer d'avoir un plan B et tout. Bon, après, quand tu rentres chez toi et que tu as toute ta famille, bon, t'as pas spécialement peur parce que c'est pas un pays, c'est pas un territoire inconnu. Donc, bon, on n'avait pas spécialement peur non plus, quoi. Est-ce que ça, justement, c'est pas un piège? Le fait qu'on a l'impression que quand on revient chez nous 10, 20, 30 ans après, on a l'impression qu'on est en territoire conquis et qu'on connaît déjà comment ça fonctionne. Non, je pense pas. En fait, nous, savoir comment ça fonctionne, ce serait trop dire parce que partir plus ou moins adolescent pour les études et revenir en vacances et ensuite revenir marié et en famille, on est conscient que c'est pas les mêmes réalités parce que on n'a jamais vraiment vécu une vie d'adulte au Burkina. On a plus ou moins vécu une vie d'enfant jusqu'à l'adolescence. Ensuite, les vacances, c'est pas vraiment, ça reflète pas vraiment la réalité en fait du pays. Donc non, moi je pense que en fait, à partir du moment où on sait clairement qu'on veut rentrer pour s'installer, c'est un choix en fait. On n'a pas peur. On n'a pas peur parce qu'on est prêt à affronter les obstacles. Je pense qu'on est rentré un peu de façon innocente. Donc, c'est pas comme si on quittait tout en se disant, on part de ce pays avec un permis de travail et si on quitte le pays, qu'on repart chez nous, que ça marche pas, ça va être difficile de revenir. On part avec une double nationalité en se disant, on part chez nous, c'est ce qu'on a toujours voulu. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, ben, on a un autre endroit où on peut revenir sans crainte. Les premiers moments au Burkina, comment ça se passe quand vous rentrez? On décide en fait de rentrer pendant la période des vacances, qui tombe sur ma période de congé à moi et la période de congé scolaire en fait de mon fils. Et donc Salif nous accompagne en fait pour nous installer plus ou moins. Avec le recul, c'est la grosse erreur qu'on a faite en fait. Moi, j'ai envie de dire, c'est de rentrer avec lui, vu qu'on rentrait souvent avec lui en vacances, de rentrer avec lui pendant la période des vacances et de ne pas lui expliquer qu'on rentrait pour rester en fait. Donc nous, en tant qu'adultes, on fait les cartons, on fait le déménagement, mais lui, dans sa tête d'enfant, il s'imaginait pas que c'était pas pour revenir en fait à Montréal. Donc on rentre, on est en mode petites vacances parce qu'on est rentré au mois de juillet. Donc on a eu tout le mois d'août. La rentrée arrive en septembre, on l'amène.
son père et moi tous les matins, on va le chercher tous les midis, on le ramène ensemble tous les soirs. On avait commencé une belle petite routine pendant une semaine avant que lui il rentre. Il est resté une semaine, jusqu'à une semaine après la rentrée du petit. Et après arrive le moment de dire au revoir à son père. Et lui, il comprend pas. Donc, à l'aéroport, la séparation était très difficile parce que lui, il voulait reprendre l'avion, il voulait repartir. Dans sa tête, il était arrivé à la fin, il avait fait tout ce qu'il devait faire à Ouaga, il avait vu tout le monde et il comprenait pas pourquoi son père devait reprendre l'avion et lui, il pouvait pas partir. Et même jusque-là, on lui a pas expliqué, on a juste dit, papa, reviens, maman est là avec toi et tout, t'inquiète pas. Et donc, tous les jours, moi, je l'amenais à l'école après, mais il pleurait. Quand son père et moi l'amenaient, il pleurait pas, il était plus ou moins bien. Mais quand j'ai commencé à faire cette routine-là toute seule, c'était des pleurs, des cris, il voulait pas aller à l'école, il n'avait pas envie de monter dans la voiture pour aller à l'école et tout. C'était le calvaire tous les matins et tout le temps pour sur la route de l'école. Et il a fallu que sa maîtresse, en fait, attire mon attention parce que pour elle, de me voir venir seule avec un enfant qui pleure, alors qu'on venait, pendant la première semaine, on venait en couple avec un enfant qui était heureux. En fait, elle m'a convoqué, en fait, si tu veux, à l'école. Elle a demandé à me rencontrer et tout. Je suis allée, elle m'a dit, je voudrais pas être indiscrète et tout, mais je voudrais savoir s'il y a eu des changements dans vos vies et tout. Je dis non, pas particulièrement. En fait, moi jusque là, je réalisais pas en fait. Et euh, et donc là, elle me dit parce que votre fils, il pleure tout le temps. Pourtant, il avait bien commencé la première semaine, il avait l'air d'être heureux. Et là, il n'est pas bien. Et bon, sans être indiscrète, je vois que vous venez toute seule alors que vous veniez en famille, vous venez avec le père et tout. Donc, est-ce qu'il y a eu une séparation? Je dis non, il n'y a pas de séparation. C'est juste que son père est reparti à Montréal parce qu'on s'installe là, mais son père n'est pas encore installé avec nous. Il est reparti pour revenir. Elle me dit, mais est-ce que vous lui avez expliqué parce que... Et là, elle me sort le cahier de Kylian, elle me montre les dessins. Quand on lui demandait de faire des dessins, on lui demandait de parler de ses amis, de sa maîtresse. Il parlait que de ceux qui étaient à Montréal, en fait. Il n'avait pas intégré les nouvelles personnes qu'il rencontrait à l'école. Et donc, elle me disait à la récré, il préférait rester dans la classe ou s'asseoir seul quand l'obligeait à sortir dans la cour que d'aller jouer avec les autres, en fait. Et qu'elle avait l'impression qu'il, soit il n'était pas prêt à s'adapter, ou il avait l'impression d'être sur le départ, donc il n'avait pas forcément envie de s'investir. Donc, c'est là que j'ai commencé à réaliser, en fait, que oui, peut-être qu'on aurait dû lui en parler, on aurait dû lui expliquer, parce que lui, il est peut-être petit, mais c'est aussi un être humain, quoi, qui réfléchit dans sa tête et qui, justement, son monde tourne autour de sa famille. Et là, il manque un membre de sa famille. Et puis, son petit monde d'enfant, ses amis, ses habitudes de Montréal avaient changé. Et peut-être c'était quelque chose de difficile pour lui. Nous, on était préparés parce qu'on on s'est pas levé du jour au lendemain pour rentrer. Et oui, donc là, on a commencé à discuter avec son père, faire des vidéos calls pour qu'il lui parle, pour qu'on lui explique que on est là pour rester, son père va rentrer. En tout cas, on l'a mis un peu dans le contexte. Et j'avoue qu'au bout d'une semaine, il y a encore eu un changement parce qu'il a commencé à accepter, il a commencé à me demander qu'est-ce qu'il va faire de ses amis de Montréal, tu sais, à me poser des questions pertinentes en fait, auxquelles moi j'avais jamais pensé, du genre est-ce que je peux appeler tel ami pour lui parler, est-ce que je peux dire à tel ami que je reviens pas parce que je suis avec mes grands-parents et j'ai une nouvelle école. En fait, il avait envie de partager ses nouvelles expériences avec ses anciens amis en fait. Donc là, il avait commencé à intégrer que oui, il allait pas repartir, mais qu'il pouvait partager avec ses amis et que c'est pas parce qu'il n'était plus là-bas qu'il n'avait plus ces amis-là en question dans sa vie, en fait. Donc, il a commencé à accepter. Donc, je pense que c'est un truc que, en tant que parent, on n'intègre pas souvent. Mais quand il y a des enfants, il faut partager cette expérience-là avec eux. Il faut les intégrer à notre retour, en fait. Leur permettre d'avoir l'impression de choisir ou d'avoir au moins le choix. Ils sont obligés de nous suivre, hein, c'est sûr, mais de prendre la température, en fait, de savoir s'ils sont prêts pour ça et au cas où ils sont pas prêts, trouver des astuces pour les préparer. C'est-à-dire, par exemple, leur demander, aller dans un magasin avec eux, leur dire, OK, ben, tu vois, on va rentrer, on va s'installer dans un nouveau pays, il y a telle personne que tu connais, est-ce que tu as envie d'apporter un cadeau pour telle personne, est-ce que tu as envie d'acheter, je sais pas moi, une nouvelle peluche pour ta chambre, est-ce que tu as envie d'avoir un personnage que tu aimes dans la nouvelle chambre qu'on va te faire et tout. Donc l'enfant intègre plus ou moins que oui, il va partir, mais
il est optimiste en fait parce qu'il a l'impression qu'il va pouvoir se créer un nouveau monde. Ok, d'accord. Et toi, professionnellement, comment ça se passe quand tu reviens? Tu trouves tout de suite du travail? Ben moi, quand je rentre tout de suite, je cherche pas forcément du travail parce que je suis un peu en mode exploratrice en fait, j'ai envie de dire. Donc je rentre avec le petit. Mon premier objectif pour moi, c'était déjà on rentre avec quelques économies. Mon premier objectif pour moi, c'était de qu'on s'installe, que le petit soit bien, et ensuite commencer à chercher quelque chose qui me convienne vraiment en fait, sans forcément me dire que ça pouvait être compliqué. Je pense que c'est là où justement ça change en fait la donne quand tu rentres optimiste déjà. Donc tu rentres en fait avec aucune crainte, donc un peu d'innocence dans la tête. Et après, tu peux avoir un choc, comme tu peux avoir la chance aussi d'évoluer positivement. Je postulais pas parce que j'avais pas envie forcément de commencer immédiatement parce que moi, c'était important pour moi que l'enfant fasse une bonne rentrée et que on soit bien en fait, on soit bien installé, qu'on se dise bon, ok là, on cherche du boulot, on a une école en fonction de là où on va vivre pour ne pas que ce soit un calvaire d'amener le petit à l'école tous les jours. Donc, on voulait organiser un peu tout par rapport à l'enfant en fait. Donc là, la rentrée est faite. Salif, il est rentré à Montréal. Je me retrouve toute seule. Donc, j'ai de quoi maintenant m'occuper toute la journée sans forcément avoir le petit 24 heures H sur moi et puis de pouvoir prospecter. Donc, j'ai commencé à chercher du boulot mi-septembre. Et quand tu cherches du boulot, tu en trouves un tout de suite? Quand je cherche du boulot, non, j'en trouve pas un tout de suite. Et quand je dis tout de suite, bon, après, c'est dans les 2 premières semaines, je trouve rien. À partir du mois d'octobre, je commence à trouver des choses qui peuvent être intéressantes, mais qui ne sont pas forcément payées comme j'aurais aimé en fait. En fait, c'est ça le truc. Je pense on n'est jamais préparé à ça. C'est une réalité à laquelle on n'est pas préparé parce que avec toute la formation que tu as faite, en fait, tu viens avec une idée dans la tête. Tu te dis minimalement le salaire que j'avais quand j'étais à l'extérieur, mais en fait, les réalités sont pas pareilles. Et après, c'était soit je trouve un emploi qui me convient plus ou moins, mais le salaire ne reflète pas du tout ce qui m'arrange moi parce que j'ai un enfant, voilà, j'ai des réalités qui sont différentes. Je vis pas comme une célibataire sans enfant et tout. Donc, j'avais pas non plus envie d'accepter n'importe quoi et de m'enfermer dans un cercle vicieux, en fait, je suis dans un sous-contrat, je peux pas partir quand je veux, je suis obligée de me réveiller à telle heure, de rentrer à telle heure, alors que ce que je gagne ne me convient pas forcément. Donc, c'était soit je trouvais quelque chose qui finalement ne me convenait pas du côté de salaire, ou je faisais un stage. Et personnellement, j'avais pas envie de faire un stage parce que j'avais assez d'expérience et j'avais pas envie de me retrouver à faire un stage où j'allais pas forcément être rémunérée, t'as pas d'essence, t'as rien. T'as l'impression en fait de perdre ton temps parce que le stage ne s'ouvre pas forcément sur une offre d'emploi à la fin. Mais les gens ne comprennent pas quand tu refuses, en fait, parce qu'ils se disent, mais attends, tu viens de rentrer, tu n'as aucune expérience sur le territoire, pourquoi tu refuses, tu fais la fine bouche, en fait. Quand tu rentres, en fait, il faut mentalement être fort, c'est-à-dire être une personne qui déjà n'est pas défaitiste, en fait, d'être une personne qui est optimiste déjà dans ta tête et de rentrer en te disant, je rentre et je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et quand tu te dis ça, même quand il y a des portes qui se ferment, tu restes optimiste. Tu restes optimiste parce que tu te dis, bon, ok, ça va pas marcher aujourd'hui, demain ça va marcher parce que je savais que ça n'allait pas forcément marcher tout de suite. Et après, bon, tu te donnes les moyens pour que ça marche en fait. Donc c'est comme ça que j'ai fait jusqu'à fin septembre. C'est pour ça que je dis que c'était pas si long que ça pour moi parce que 2 semaines c'est rien du tout en fait. 2 semaines dans une vie pour rechercher un emploi. Après c'est ça, je suis rentrée aussi avec dans ma tête d'ouvrir ma petite boîte. J'avais pas forcément envie de travailler pour quelqu'un en fait à la base quand je rentrais. Donc c'est peut-être pour ça que j'étais un peu optimiste dans ma tête. Parce que je me suis dit je prospecte pour avoir un revenu fixe tous les mois, pouvoir prendre mes charges fixes en charge, au fur et à mesure créer ma petite structure, être mon propre patron et puis avoir mes revenus qui rentrent et pouvoir me détacher de mon employeur. Donc c'était ça en fait qui trottait dans ma tête. Donc du coup, j'ai jamais été stressée, mais donc du coup quand je trouvais pas d'emploi, bien sûr, j'ai essayé de voir un peu aussi quand j'ai vu que je n'y arrivais pas toute seule, j'ai essayé de voir avec ma famille et tout si je pouvais avoir un peu d'aide pour trouver quelque chose rapidement.
au moins pour faire un peu d'argent, parce que j'avais jamais eu l'habitude, en fait, si tu veux, de rester là, ne rien faire. Pas forcément côté salaire, mais rester là et puis ruminer, en fait. J'avais peur de commencer à broyer du noir et puis me dire, ah, mais je fais rien, je suis pas occupée. Parce que je pense que moi, je suis un peu hyperactive. Donc, du coup, j'avais un peu peur de ça. Donc, chacun mettait un peu la main à la pâte pour essayer de me trouver quelque chose. Et moi, à côté, je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver des opportunités aussi pour créer ma structure parce que là, je fais rien. Donc, c'est peut-être le moment de trouver quelque chose à faire, de créer quelque chose. Et puis, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben, je peux toujours me rabattre sur un employeur où je peux toujours, jouer sur les deux tableaux. Et puis, bon, c'est pas plus mal non plus. Donc, j'ai commencé à prospecter un peu pour créer une boîte de communication et d'événementiel. Ma formation à la base, c'est relations internationales, Sciences Po en fait. J'ai fait Sciences Po, relations internationales et communication. Donc, mais j'ai toujours été passionnée par la communication en fait. Donc, si tu veux, quand j'ai fait l'option communication, quand je l'ai faite avec les relations internationales, ça m'a beaucoup plu. Donc, quand j'ai fini mon programme, j'ai fait un certificat supplémentaire en communication pure en me disant, j'ajoute une corde à mon arc et puis après, c'est quelque chose que je peux exploiter aussi. Donc, j'avais envie d'exploiter ce côté-là, tout ce qui était publicité, tout ce qui était audiovisuel et tout. J'avais envie d'explorer un peu. Et je trouvais que c'était quelque chose qui marchait, qui cadrait un peu avec ma personnalité parce que moi, j'ai pas forcément peur d'aller vers les gens. Je suis timide de prime abord, mais je suis quand même quelqu'un qui aime bien, qui a la facilité d'avoir j'ai un contact facile avec les gens. Donc, je voulais pas, en fait, si tu veux, même si je travaillais pour quelqu'un, être enfermé dans un bureau, pardon, 24 heures H. Je suis le genre de personne, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de parler, j'ai envie de vendre des produits, j'ai envie de créer des relations, j'ai envie de voir de nouvelles choses et tout. Donc, je me suis dit, bon, je commence. Si ça marche, tant mieux. Je peux prendre des gens qui vont continuer pour moi et moi, je fais autre chose. Sinon, on verra. Donc, franchement, sur ce plan-là, je pense que j'ai eu une famille, que ce soit de mon côté, c'est-à-dire de ma famille à moi ou du côté de ma belle famille aussi. J'ai eu des gens, en fait, qui étaient positifs dans leur tête, en fait, qui n'ont à aucun moment essayé de créer un obstacle, en fait, ou de me dire, oui, mais tu es une petite rêveuse, il faut être réaliste, il faut faire ci, il faut faire ça. Les gens m'ont toujours accompagné. Et ça, franchement, j'ai envie de dire merci parce que c'est aussi quelque chose de rentrer, de pas avoir la pression familiale, en fait, t'aller faire des études, tu dois te cadrer dans un moule, tu dois faire ci, tu dois faire ça à cause des autres. Alors, j'ai créé une structure, mais c'est moi qui faisais tout, hein. J'ai créé tous les statuts. Les statuts sont sortis, fin novembre, début octobre. Je pourrais plus te dire la date exacte, mais je me rappelle très bien que c'était fin octobre, je pense. Voilà, j'étais seule, hein. J'étais au four et au moulin. Donc, si tu veux, c'est une structure de communication et d'événementiel. Donc, on faisait tout ce qui était communication par objet, communication. Vraiment, je me suis pas limitée, quoi, de tout ce qui était petit aux plus grandes choses. J'étais prête à le faire. Donc, dès que les statuts sont sortis, que la publication est apparue dans le journal, j'ai commencé à imprimer mes cartes de visite, j'ai commencé à faire le tour. Je me suis fait une liste, en fait, d'entreprises, de structures qui pourraient éventuellement avoir besoin de mes services. Et j'ai commencé à me balader, hein. Je sortais le matin, je rentrais complètement crevée le soir. Et les jours, je pouvais même pas aller chercher mon fils à l'école, je demandais qu'on allait me le prendre et tout. Parce que je voulais vraiment rencontrer tout le monde, j'avais envie de me faire connaître, en fait. Et comme c'était le début, que j'avais pas encore de réalisation, ben, il fallait que je démarche, que j'arrive à convaincre les gens. Parce que la communication, ça marche vraiment par affinité, par expérience. En fait, les gens reviennent vers toi quand tu as déjà prouvé que tu pouvais faire du bon boulot. Donc, moi, il fallait que je prouve alors que j'avais pas encore commencé. Donc, ce que j'ai fait, je me rappelle, j'ai misé sur mes cartes je pense que j'ai même gardé les mêmes, le même motif que ma carte de visite. J'ai misé sur ma carte de visite. En fait, j'ai fait quelque chose qui était vraiment différent parce que moi, j'adore les couleurs vives. Et donc, dès que je donnais ma carte, les gens me disaient, mais vous avez fait la carte ici? Où est-ce que vous l'avez faite et tout? Je dis, mais je l'ai faite moi-même. Donc, si vous voulez la même carte,
passer par moi. Et les gens rigolaient tout le temps parce qu'ils trouvaient que c'était trop drôle que je leur dise ça comme ça, tu vois. Et donc, du coup, il y en a quelques-uns qui ont cru en moi, qui ont osé. Et je pense, ce sont toujours mes clients fidèles, hein, ce sont les mêmes. Et tu vois, les premiers sont toujours, j'ai envie de dire les derniers, mais bon, dans le bon sens. Les premiers sont toujours ceux qui te restent fidèles, en fait, parce que ils sont pas de passage. Ils ont essayé, ils ont aimé et ils sont restés. Et tous les clients que je me suis fait après certaines personnes sont ceux que j'ai eu par du bouche à oreille, en fait, parce que justement, ceux avec qui j'ai traité ont été convaincus, ils ont été satisfaits, donc ils ont parlé de moi autour. Parce qu'il y a toujours ceux qui sont prêts à payer pour avoir de la qualité et ceux qui veulent de la qualité sans payer, en fait. Donc, ils viennent vers toi parce qu'ils veulent quelque chose de bien. Et après, dès que tu donnes le prix, ah, mais c'est cher, on m'avait pas dit ça et tout. Oui, mais si tu veux pas que ce soit cher, ben, en fait, je peux te faire une autre qualité, mais est-ce que tu es prêt pour ça, en fait? Donc, voilà. Donc, j'ai commencé comme ça. Pas pris d'employé, j'ai pris personne jusqu'à ce que je sois enceinte de mon deuxième, en fait. Et là, j'étais vraiment malade. Je pouvais plus prospecter toute seule, donc j'ai pris quelqu'un qui prospectait pour moi, qui allait, j'arrangeais les rendez-vous, qui allait à ma place et tout. Mais très vite, je me suis rendu compte que elle ne défendait pas mes produits comme moi je le faisais en fait. Donc j'avais pas le choix, j'ai dû accepter pendant le temps où j'étais pas capable de le faire. Mais dès que j'ai pu reprendre l'activité, je l'ai libéré, j'ai repris l'activité moi-même. En fait, quand tu es trop perfectionniste, tu as envie de tout faire toi-même et tu peux pas. Moi, ma chance, c'est que j'étais une petite entreprise. J'étais j'avais pas de locaux, je voulais pas dépenser de l'argent pour avoir des charges fixes, c'est-à-dire j'aurais eu besoin d'avoir un bureau, de payer de l'électricité, de payer Internet, de payer au moins une personne qui allait toujours là au bureau pour recevoir les clients et tout. Non, je me suis dit ça c'est de l'argent que je peux garder pour moi-même. Et je vais vers les clients. Donc quand je prospectais, j'allais vers eux. Et quand il y avait des rencontres, quand les gens me proposaient de passer dans mon bureau, je dis non, moi je suis disponible, je serai dans votre zone à partir de telle heure, donc je pourrais venir à telle heure. Tu vois, je jouais un peu sur les mots. Et donc du coup, j'ai réussi à faire ça, à rentabiliser, à faire de Compresser les l'argent et charges au tout. maximum, c'est ça au début. Parce qu'en fait, t'as envie, je pense, au tout début, j'avais envie d'avoir un local, tu vois, prestige et tout, quelque chose au bord d'une grande avenue, pour que tout le monde voit que je suis là, qu'on puisse venir, que les gens s'arrêtent parce que mon local est attrayant et tout. Mais en fait, non, t'as pas besoin de ça, en fait, parce que non seulement les locaux qui sont bien situés coûtent extrêmement cher, t'es même pas sûr que t'as à faire de l'argent. Il y a trop de choses, en fait. Et en tant que petite entreprise qui débute et tout, de rentabiliser au maximum, de faire de l'argent, en fait, de sentir que tu t'es pas lancé dans le business pour rien. Il y a des choses qui peuvent te permettre voilà, de pas avoir de local, de pas avoir de bureau. Il y en a d'autres qui peuvent pas te le permettre et tout, mais l'activité que j'ai choisie pouvait me le permettre, donc je vois pas pourquoi j'allais pas en profiter. Au bout de combien de temps ça a été rentable? Combien de temps ça a duré? Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus à ton compte, tu as décidé d'être salarié. Tu as décidé, je ne sais pas, mais en tout cas, tu n'es plus à temps plein entrepreneur. Je ne sais pas si tu Oui. continues de jongler les deux d'ailleurs. Ben, je jongle, mais beaucoup moins. En fait, l'activité continue. Ça continue, mais je ne m'y consacre plus à 100%. Pourquoi? Parce que, en fait, ça a très bien marché les premières années, hein, parce que les statuts sont sortis fin octobre, début novembre. Et novembre, décembre, janvier jusqu'à février, c'est la période, en fait, de tout ce qui est communication d'entreprise. Donc, tous ceux qui ont des entreprises, qui veulent faire des calendriers, qui veulent faire des gadgets publicitaires, qui veulent offrir des cadeaux à leurs fidèles clients, qui veulent faire des arbres de Noël et tout pour leurs employés dans leur structure, c'est la période de décembre en fait. Donc, franchement, ça n'a pas été du tout calculé, mais ça a été bénéfique pour moi de créer ma structure à cette période-là parce que à chaque fois que je démarchais, que j'arrivais à convaincre un client avec les idées que j'avais, il me disait, bon, OK, c'est la période, faites-nous tant de gadgets publicitaires, faites-nous ci, faites-nous une promotion pour ça, parce que on a besoin de ça. Les premiers ne m'ont pas confié toute leur communication d'un coup. Quand je vais les voir, même s'ils ont besoin, par exemple, d'une communication sur 1000 ou 2000 exemplaires, par exemple, ils vont me dire, bon, on a l'habitude de travailler avec une autre structure. Vous, c'est nouveau, on veut découvrir, on veut voir de quoi vous êtes capable et tout. Vous avez l'air d'avoir de belles idées. Mais on vous confie pas les 2000 exemplaires, on vous demande de faire 500 par exemple. Tu vois? Bon, j'avais pas forcément besoin de 2000, je commençais à peine.
et j'avais besoin de prouver. Donc, prouver, pour moi, c'était pas d'avoir le maximum et de faire un travail médiocre. C'était d'avoir assez pour rentabiliser mon business, mais aussi pour pouvoir respecter mes engagements et fournir un résultat de qualité, en fait, aux clients. Donc, franchement, je suis tombée sur la bonne période. Donc, ça a bien commencé, ça a bien été et j'ai rentabilisé. Mais les 2 premiers mois, l'argent qui est rentré, je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, mais c'est le rêve. J'ai bien fait de pas chercher du boulot, j'ai bien fait de pas faire ça parce que j'arrivais à rentrer dans mes fonds et j'étais contente parce que je commençais à peine et ça marchait et tout. Tu as investi combien au départ de ce projet-là? Quand tu as commencé à te lancer en tant qu'entrepreneur, tu te souviens? Oui, l'investissement, l'apport personnel, bon, j'ai créé les statuts, j'ai payé le notaire et tout. J'étais dans les 10 millions. C'est pas rien, 10 millions pour créer l'entreprise. Non, c'est pas rien. Et en plus, il faut savoir un truc, c'est que quand tu travailles dans la communication, très souvent, pour ne pas dire toujours, tu préfinances en fait et les clients te payent après. Tout le mois de novembre, décembre, j'ai sorti de l'argent, j'ai sorti. À un moment donné, je me posais des questions, je me suis dit, mais attends, mais mon compte est en train de se vider complètement, il y a rien qui rentre. Et dès que ils reçoivent le gadget publicitaire, ils payent en fait dans les 2 semaines après le service rendu, en fait, dans les 2-3 semaines maximum, si tes factures sont prêtes à temps, si tu es déclaré, en tout cas, si tout est dans les normes, ils te paient assez rapidement. Donc après, l'argent a commencé à rentrer et puis j'ai vu que bon, finalement, j'ai préfinancé, mais je vois le bénéfice, quoi. Ok, donc c'est les dépôts de statut, en fait tout ce qui était administratif nécessaire à la création de l'entreprise, plus le fait d'honorer tes premiers contrats qui t'ont coûté 10 millions. C'est pas juste la création de Non, c'est l'entreprise. l'investissement, c'est l'apport que moi j'avais pour mon D'accord, business. ok, Ça, c'est l'apport que j'avais. J'avais 10 millions à investir. Donc les 10 millions pour moi, c'était les 10 millions dans le compte. C'est de ces 10 millions que j'ai payé aussi le notaire. Et après, c'est le reste. Donc le reste a servi à faire, à démarcher, à faire les premiers contrats que j'avais et tout. ok. Mais tu travailles avec des prestataires alors, puisque tu n'avais pas de salariés. Oui, bien sûr, je sous-traitais tout. J'avais créé une base de données par rapport à la qualité de travail que chacun faisait dans son domaine. Et quand j'avais besoin de telle chose, je partais vers telle personne qui faisait la meilleure qualité, par exemple. Et puis, je me rappelle qu'il y a un client pour lequel je pense que c'est le premier, d'ailleurs, je ne donnerai pas le nom. J'ai perdu un peu d'argent. Pourquoi? Parce que j'ai voulu vraiment que le travail soit bien fait, en fait. Donc, je suis allée au-delà de ce qu'il avait pris. Tu vois? Parce que j'ai fait choisir les différentes qualités sur les t-shirts et tout. Et j'ai trouvé que ce qu'ils avaient choisi n'était pas forcément la qualité parce qu'à l'impression, ça donnait pas le rendu que je voulais que ça donne et tout. Donc, je suis allée sur le plus cher. J'ai fait, quand je suis venue, ils étaient tellement contents, ils étaient surpris que je suis allée jusqu'à perdre quand même. Bon, ils ont compris que j'ai perdu de l'argent parce que ça n'avait rien à voir avec la qualité que je leur avais qu'ils avaient choisi, pardon. Et c'était la qualité premium que je leur avais proposée. Ils ont refusé parce que les montants étaient beaucoup plus élevés, qu'ils n'étaient pas prêts pour ça. Ils m'ont payé ce qu'ils devaient me payer à la base, mais quelques mois après, leur DG a fait un chèque supplémentaire pour me compenser, en fait. Et je m'attendais pas du tout à ça. Et moi, ce que je voulais, c'était le rendu, en fait. Et tu vois, ces clients-là, c'est des clients qui travaillent toujours avec moi parce que ils ont trouvé, en fait, que j'étais prête à perdre de l'argent pour leur rendre un service de qualité. Donc, du coup, ils me confient tout sans crainte. En fait, là, aujourd'hui, par exemple, je travaille je suis employée dans une structure et je suis heureuse, hein. Mais j'ai gardé ma structure sur le côté pour les clients qui viennent vers moi automatiquement. Je ne prospecte plus. Je travaille qu'avec ceux qui viennent vers moi. Moi, ça me convient parce que c'est pas ma seule activité. J'ai mon salaire qui tombe tous les mois. Ça me convient avec ma vie de famille actuelle parce que j'ai mes enfants, je me consacre à eux, je ne cours plus partout. Et ça me convient dans le sens où j'ai des clients qui viennent quand même vers moi. Et puis, je travaille avec eux. Donc, j'ai mes bénéfices qui tombent. J'ai mon activité qui continue à rouler au ralenti comparé à avant. Mais ça me convient, c'est un juste milieu parce que je sais que pour moi, cette entreprise aujourd'hui, c'est un bonus en fait. Peut-être que quand mes enfants seront plus grands,
Je vais m'investir encore plus, je vais recommencer à courir. Mais ce que j'ai peut-être oublié de te dire, ou bien de dire là, c'est que l'entreprise, je l'ai plus ou moins mise en stand-by parce qu'on a changé de ville, en fait. Puisque quand on est rentré, on était à Ouaga. Donc à Ouaga, j'avais mes clients, j'avais mes premiers clients, je démarchais, ça bougeait super bien et tout, parce qu'il y avait plus de monde, il y a plus d'argent qui circule à Ouaga. Mais mon mari a été affecté à Bobo, donc on a déménagé à Bobo. Quand j'avais mon dernier sous les bras, il avait à peine 1 mois et demi. Et j'ai essayé de prospecter à Bobo. Mais la réalité à Bobo, c'est quoi? C'est que les entreprises, en fait, ici, sont des représentations en général. Les maisons mères sont à Ouaga. Donc, en fait, je me retrouvais confrontée à des entreprises qui me renvoyaient automatiquement vers Ouaga. C'était pas, ils n'allaient pas prendre, par exemple, les propositions que tu leur fais et dire, on transmet à Ouaga et on vous fait un retour. Ils vont te dire, ah, nous, on prend pas les décisions à Bobo. Il faut aller à Ouaga, voir tel département parce que c'est eux qui prennent les décisions à Ouaga. Donc, j'étais obligée de toujours aller à Ouaga pour prospecter. J'étais obligée de toujours aller à Ouaga pour avoir mes anciens clients. J'étais obligée. J'avais 3 enfants. Les 2 derniers étaient très rapprochés. Aller démarcher un client ne veut pas forcément te dire que tu vas avoir ce client-là dans ton portefeuille, ne veut pas forcément dire que tu vas avoir le marché. Donc, c'est clair que à un moment donné, je me suis dit non, ça suffit, ça va. J'arrête. Je trouve quelqu'un qui va s'en occuper pour moi. C'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé quelqu'un à Ouaga qui devait s'en occuper pour moi, mais en fait, qui me volait mes clients. Et cette personne-là connaissait tous mes prestataires, en fait, connaissait les gens avec qui je travaillais. Donc, elle partait, je lui donnais ma liste de personnes avec qui elle devait prospecter et tout. Elle partait, il y avait des comptes rendus à faire, il y avait des cachets qu'il fallait avoir sur les accusés de réception de mes propositions. Je les recevais, mais en fait, elle s'était créée sa propre structure. Et elle posait puisqu'elle voyait mes factures, elle voyait mes propositions. Elle faisait ses propres, elle avait sa propre, elle avait son en-tête, elle faisait ses propositions. Donc, elle partait prospecter pour moi. Et après, elle connaissait mes prix. Elle repartait derrière, prospecter pour elle-même, déposer des factures qui étaient en dessous de mes propositions à moi. Donc, bien sûr, une entreprise ne paiera jamais plus cher qu'une proposition un peu plus basse. Donc, elle a commencé à me voler mes clients comme ça. Mais moi, je savais pas, en fait. Jusqu'à ce que, justement, le premier client dont je te parlais, qui a été satisfait, qui est revenu, qui m'a finalement refait un chèque et tout pour compenser la perte que j'avais eue, m'appelle et me disent, mais je comprends pas. On dit tous les jours pour un voleur et un seul jour pour le propriétaire. Et elle était pas maligne, en fait. Elle aurait pu prospecter pour moi, elle-même, et envoyer quelqu'un prospecter pour elle. Le fait d'aller elle-même à chaque fois, et pour moi et pour elle, ben, elle est tombée malheureusement elle est tombée sur ce gars-là avec qui j'avais une relation amicale, en fait. Et là, j'étais choquée, en fait. Je suis tombée des nues. En fait, j'ai été, tu vois, là, j'ai jamais eu d'appréhension négative quand je rentrais. J'ai jamais eu de mauvaises expériences, tu vois. J'ai jamais été, voilà, j'étais toujours optimiste. Je voyais le bien partout. Je voyais le truc. Là, c'était ma première mauvaise expérience, en fait. Je suis tombée tellement des nues. Je me suis dit, non, c'est bon, j'ai plus envie, j'arrête tout, voilà. Et pendant ce temps, elle, je lui payais un salaire, hein, s'il te plaît. Wow. Donc, T'as porté plainte ou pas du tout? T'as laissé ça comme ça? Non, pas du tout. Ça servait à rien. Ça servait absolument à rien. J'avais même pas envie de me battre, en fait, parce que je me suis dit, sur le coup, franchement, j'étais reconnaissante d'avoir su, en fait, qu'elle faisait ça. Tu vois, je me suis dit, j'ai une personne qui est revenue vers moi qui m'a dit et qui m'a permis d'ouvrir les yeux. Je commençais déjà à me dire, bon, écoute, t'es à Bobo, c'est pas ta ville, ton mari a une vie, il a une carrière qu'il est en train de construire, tes enfants sont en train de grandir, mon dernier est en train de bientôt commencer la crèche et tout. J'avais pas envie de rester à la maison parce que j'avais toujours été active, en fait. Et donc, j'ai dit, il faut que je me trouve du boulot, il faut que je travaille. J'étais déjà dans cette optique-là quand j'ai appris ce qu'elle faisait. Donc, ça n'a pas été compliqué pour moi. J'ai tout simplement arrêté sans donner d'explication. Je lui ai même pas dit que je savais. Et quand c'est arrivé, même pas 1 mois après, j'ai trouvé du boulot. J'étais heureuse parce que j'avais mon boulot, j'avais ma petite routine. En fait, à un moment donné, je me disais, mais il faut que j'ai un carnet d'adresses. Il faut que j'ai des contacts, il faut que je connaisse des gens. Et pour connaître des gens, il faut avoir une vie sociale. J'avais pas de vie sociale à Bourg parce que je connaissais personne, tu vois. J'avais que ma petite famille restreinte, j'avais que ma belle famille parce que mon mari est de Bobo. Donc, j'avais pas vraiment de contact, en fait. Mais j'avais envie même le boulot, quand j'ai commencé à le chercher, c'était dans cette optique-là de commencer à avoir une vie sociale, de commencer à connaître des gens
pour pouvoir me créer un nouveau carnet d'adresses et puis pouvoir commencer à avoir de nouveaux clients sur place éventuellement. Donc, l'un dans l'autre, elle m'a facilité la tâche. J'ai arrêté de payer un salaire dans le vent. J'ai prévenu tous mes clients que j'arrêtais mon activité pour l'instant, mais que s'ils avaient besoin de quelque chose, ils peuvent me contacter directement. Et puis voilà, j'ai commencé à apprécier Bobo que je n'appréciais pas du tout, justement parce que j'avais pas d'activité, j'étais à la maison et tout. Et donc au bout de, oui, mon dernier avait 8 mois, je pense. Il avait 8 mois et quand on est arrivé à Bobo, il avait 1 mois et demi. Donc au bout de 7 mois à peu près de vie à Bobo, ben j'ai commencé à avoir une vie active et sociale. J'ai commencé à bouger, j'ai commencé à me faire des contacts et tout, un nouveau carnet d'adresses. Et puis, l'activité a commencé à reprendre, mais seulement sur Bobo. Donc, tout ce qui était communication d'entreprise pour des structures qui n'avaient pas forcément besoin de dépendre de Waga, je traitais directement avec elles. Et bien sûr, c'est des contrats moins gros que ceux de Waga, mais ça me convenait tout aussi bien parce que j'avais mon activité. Mais qu'est-ce que tu offres dans cette structure-là? Est-ce que tu prends des nouveaux clients? Est-ce que tu n'en prends pas? La même chose. La même chose. Toujours tout ce qui est communication d'entreprise par objet, publicité, tout ce qui est audiovisuel, par exemple la création d'un spot publicitaire, des choses comme ça. Et non, je prends quand les clients viennent vers moi, je refuse. Je dis jamais non. Même un client qui vient avec un budget de 100 000 francs, je prends. Parce que pour moi, c'est pas au-delà de l'argent, c'est même pas le bénéfice, en fait. C'est de rendre le service et de me dire que mon activité est toujours, d'actualité, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et un client de 100 000 francs peut t'apporter un client d'1 million demain, tu vois? Je ne prospecte pas, mais ceux qui viennent vers moi viennent parce qu'on leur a parlé de moi. Donc, je me permettrai jamais de leur dire non. Au contraire, j'essaierai au maximum de leur donner le service qu'ils recherchent. Mais, comme je dis, c'est comme un petit bonus pour moi aujourd'hui. Je ne me consacre pas forcément à ça à 100%. C'est comme avoir du chocolat dans ton frigo. Tu vas pas le manger tous les jours parce que tu fais attention à ta ligne et tout et que tu as d'autres occupations. Mais si j'ai rien dans le ventre et qu'à 16 heures de l'après-midi, j'ai une petite fringale, je refuserai pas de prendre un carré de chocolat. Tu vois? Voilà, je prends ce qui se présente à moi et que je peux réaliser. Mais actuellement, essentiellement, là, depuis 1 an, non, depuis 2, 3 ans, c'est surtout publicité, par objet, en fait. Donc, tout ce qui est gadget publicitaire, c'est-à-dire porte-clés, à l'effigie d'une entreprise, carte de visite, calendrier, tout ce qui vient de me voir pour qu'on leur crée des agendas, par exemple, de leur structure. Le dernier gadget que j'ai personnalisé, mais à la fin, la dernière page de l'agenda, c'est-à-dire la couverture, en fait, c'était un power bank qui était incorporé. Couper aussi des arbres de Noël pour les Ah, entreprises. des arbres de Noël pour les enfants. OK. Oui. Et des décos de fin d'année pour les entreprises. Ça marche beaucoup à Bobo. Moi, j'ai vu certains objets que tu faisais pour des événements précis. C'est-à-dire, tu as créé des pochettes pour ordi pour un événement précis. C'était avec avec des trucs locaux. Puisque tu travailles avec des artisans. Donc oui, des fois tu as des clients qui veulent des choses personnalisées en fait. Ils veulent pas des agendas ou des pochettes en cuir ou occidentaux. Ils veulent des choses qui sont typiquement burkinabé parce qu'ils organisent par exemple des activités internationales et donc il y aura des invités qui viennent de l'extérieur et ils ont envie que ces invités-là repartent avec des choses qui vont leur rappeler le Burkina en fait. J'avais justement fait à l'époque, c'était des porte-documents en paille tissée, raffia, et puis des pochettes d'ordinateur aussi en coco donda. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a à peu près le même profil que toi, c'est-à-dire qui rentre en famille, qui souhaite peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat, ce à quoi il faut penser? Alors, moi, premier conseil, il faut être optimiste. C'est-à-dire, on peut pas commencer quelque chose en se disant ça va pas marcher. Et ensuite, il faut croire en ses rêves, en fait. C'est-à-dire, si tu as envie de faire quelque chose, il y aura toujours des gens qui vont te dire non. Pas forcément parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils sont peut-être moins optimistes que toi ou parce qu'ils sont plus prudents que toi. Donc, il faut que tu y crois déjà avant d'en parler. Si tu n'y crois pas vraiment, n'en parle pas.
essaie de te réaliser dans l'ombre. Et quand ça va marcher, ben, tu auras plus d'assurance, les gens vont te découvrir et puis ils vont être, voilà, ils vont découvrir sur le tas et ils n'auront pas d'autre choix que d'accepter. Mais si tu n'es pas sûr de toi, la pire des choses, en fait, c'est d'en parler autour de toi parce que tu vas être comme une éponge, en fait, à absorber tout ce qui est positif et tout ce qui est négatif. Donc, en fait, en réalité, ça sera plus ton projet, ça sera le projet des autres. Donc, tu vas te retrouver à faire ce que les autres pensent qui marcherait, en fait, pour même, à la limite, te mettre dans un moule, en fait. Parce que les autres vont te dire, non, mais pourquoi tu veux faire, par exemple, un salon de coiffure, ça marchera pas, fais un bar, par exemple. Et si tu as de l'argent, si tu dis par exemple, OK, j'ai 10 millions, ou j'ai 15 millions, j'ai 20 millions pour mon business et je veux faire un salon de coiffure qui sort de l'ordinaire, quelque chose avec des miroirs partout, avec des chaises qui viennent de l'extérieur, on offre du café à tous les clients qui rentrent et tout. Les gens vont te dire mais attends, ça marche pas. Ouvre un maquis ou ouvre un bar où tu vas vendre de l'alcool, ça a marché. Toi, tu as l'argent là. Tu vas ouvrir le bar ou tu vas ouvrir le maquis qui ne te correspond pas spécialement. Tu vas l'ouvrir parce qu'on t'a dit que ça marche. Mais est-ce que tu fais cette affaire-là pour avoir de l'argent ou tu fais cette affaire parce que c'est ton affaire et tu veux t'y impliquer à 100%? Le salon de coiffure, peut-être tu veux faire le salon de coiffure parce que c'est ton domaine à toi ou parce que ça te passionne de voir des gens venir se faire beau ou belle dans ton endroit, dans ton environnement, avec un cadre qui n'existe pas au Burkina, par exemple. Et puis, on te dit de faire un maquis qui ne te correspond pas. Peut-être tu bois même pas l'alcool. Tu vas tous les jours, mais tu vas être malheureux parce qu'au final, si ça ne marche pas, ton argent est rentré dedans. C'est pas l'argent de quelqu'un d'autre qui est rentré dedans. Tu vois? Donc, il faut croire en ce qu'on veut faire. Et puis, même si ça ne marche pas, ça n'a pas marché, mais tu es allé jusqu'au bout de ce que tu voulais faire. Conseil que je donne souvent. Moi, je suis très, très optimiste, mais très, très, très prudente. C'est-à-dire, si je dois faire un truc, je préfère le commencer tout petit, en fait. Je commence tout petit et puis je grandis au fur et à mesure. Parce que si tu fais l'erreur de commencer top d'un coup, tu auras du mal à maintenir la cadence, en fait. Parce que tu commences top, il faut que ça aille en montant, en fait. Et si tu commences top et que, justement, c'est ce qui arrive souvent en Afrique, les gens font un truc qui est waouh dès le départ et puis tout le monde en parle. Et puis après, tu te rends compte que, au final, c'est un truc que tu ne peux pas gérer à 100% toute seule ou tout seul. Tu auras forcément besoin de prendre des gens pour t'aider. Et ces gens-là que tu prends là, c'est pas, en fait, eux, ils sont des salariés. C'est ton argent qu'ils ont, en fait, à la fin de chaque mois. Ils viennent, ils font leur boulot, que ça marche ou que ça marche pas. Ils s'en fichent. Jusqu'à ce que tu doives mettre la clé sous la porte et qu'ils se disent, ah merde, peut-être que j'ai abusé parce que là, j'aurais plus de salaire et tout. Et même là, à la limite, il va aller chercher du boulot ailleurs. Mais toi, pendant ce temps, t'as perdu de l'argent, t'as perdu de l'énergie et tu n'as plus rien, t'as perdu même de l'espoir. Tu commences tout petit et en fait, il faut que chaque personne qui veut entreprendre commence tout petit et s'implique à 100% pour connaître tous les rouages de son affaire. Parce que tu commences grand, tu fais un restaurant qui est hyper grand parce que tu as l'argent pour faire et tout, alors que tu fais une autre activité, par exemple. Tu vas prendre un cuisinier. Tu vas prendre un cuisinier, tu vas prendre des serveurs dès le départ parce que tu n'es pas forcément cuisinier, tu n'es pas forcément cuistot, tu vas pas forcément venir te mettre en serveur pour servir tes clients. Tu vas prendre tous ces gens-là qui vont venir pour faire le travail à ta place. Mais ton affaire va même pas marcher parce qu'ils vont faire ce qui leur convient à eux, en fait. Toi, tu auras l'impression que ça marche, mais ça ne marche pas. Alors que quand tu connais tous les rouages de ton affaire, tu prends un serveur qui fait un truc qui n'est pas bien. Il n'ose même pas faire un truc qui n'est pas bien parce que tu l'as formé. Et s'il fait un truc qui n'est pas bien là, tu n'as même pas peur parce que tu viens, tu peux faire à sa place. Le fait de te voir t'impliquer, le fait de te voir mettre la main à la pâte, se dire, ah, je suis venu, je vais commencer comme serveur, mais mon patron même là, c'est lui qui était serveur. Si aujourd'hui il ne sert plus, c'est parce que il a assez d'argent pour payer des gens pour servir. Donc, il est assis derrière son bureau parce il a déjà fait ça. Donc, si je n'ai pas fait là, lui, il peut venir se lever faire. Donc, même si demain, il me vire là, il peut faire ce que je suis en train de faire. Ça change la donne. Ok. Mais quand tu fais venir un cuisinier, tu dis, OK, fais ci, fais ça, qu'est-ce que tu peux me faire? Il fait son plat, tu goûtes, OK, c'est pas mal et tout. Mais sur quelle base tu vas te baser pour dire au gars qui vient te dire, j'ai besoin de 500 000 pour aller faire les courses de la semaine? Tu sais même pas s'il coupe dans ton argent pour faire ce que lui a envie de faire. Tu connais même pas les réalités du marché. Tu connais même pas les réalités du supermarché. Tu connais même pas les réalités de ce dont il a besoin pour cuisiner ou bien pour faire les cocktails ou les boissons pour ton entreprise. Bon, c'est un exemple tout simple, mais juste pour dire, être optimiste,
croire en ses rêves, accepter de commencer au bas de l'échelle pour voir son entreprise grandir. Donc, ce sont mes 3 conseils. D'accord, super. Merci. Ton intégration finalement dans le monde du travail salarié, comment ça va se passer pour toi? Ben, très simple pour moi parce que déjà, j'avais déjà été salariée hein, avant de rentrer définitivement pendant au moins 4 ans. À l'époque, avec un seul enfant, bien sûr, c'était pas pareil. Mais là, de rentrer en Afrique et d'avoir de l'aide, en fait, parce que j'avais des nounous à la maison, j'avais une nounou à la maison, pardon. J'avais une nounou à la maison et tout. Donc, bon, voilà, un des avantages aussi de l'Afrique, c'est de savoir que tu peux aller travailler, que tu as quelqu'un à la maison qui peut-être fait ce que tu peux pas faire quand t'es pas là. Tu pars déjà un peu déchargé mentalement. Et donc, j'avais pas vraiment d'appréhension, hein, comme d'habitude. J'avais envie de travailler, ça, j'étais sûre et certaine. Euh, J'avais envie de travailler, j'avais envie d'avoir un salaire, j'avais envie d'avoir de connaître de nouvelles personnes et tout. Donc, je suis allée, j'ai découvert. Au début, j'étais la seule femme dans mon entreprise. Mhm. J'étais un peu intimidée, en fait, j'ai envie de dire, parce qu'il y avait que des hommes autour de moi. Mais ça s'est très bien fait. Très vite, je me suis adaptée parce que en fait, c'est ça, quand t'es qualifié pour ce que tu fais, t'as aucune crainte, en fait, de te faire marcher sur les pieds ou de te retrouver, marginalisé, en fait, parce que tu sais que tu peux faire le boulot. Après, c'est ta façon d'être aussi. C'est-à-dire, tu arrives dans une entreprise où peut-être t'es nouvelle ou nouveau, ou moi, dans mon cas, non seulement j'étais nouvelle, Mhm. il y avait que des anciens dans la boîte, et après, j'étais la seule femme et j'avais un poste de responsabilité. Donc, c'est d'arriver de façon humble, en fait. Ne pas arriver sur tes grands chevaux et puis te dire, oui, je suis la patronne ou je suis la gérante et j'arrive, je fais ce que je veux sur mes talons aiguilles et tout, je donne des ordres. Non. Moi, je suis arrivée, j'avais envie d'apprendre parce que c'était mon premier boulot en tant qu'employé en Afrique. J'avais envie d'apprendre et tous ceux qui étaient là étaient dans la boîte depuis au moins 4, 5 ans avant moi, tu vois. Et j'avais envie d'apprendre, j'avais envie de me faire accepter par l'équipe parce que déjà, je suis consciente qu'en Afrique, les réalités sont tout autres. Une femme qui dirige, c'est pas la même chose que quand c'est un homme et tout. Donc, les gens ont déjà des appréhensions. Donc, si tu arrives déjà avec tes sur tes grands chevaux, tu vas voir que très rapidement, tu te fais détester et tout. Et moi, bon, c'est pas du tout comme ça que je suis. Donc, l'intégration s'est faite très facilement avec mon équipe. Ils m'ont mise très vite à l'aise, ils étaient présents, ils étaient à l'écoute. Et après, on est devenu comme une petite famille et ça marchait très bien parce que justement, on était comme une famille. C'était pas, il y avait pas de patron, il y avait pas de si. Et moi, je gérais mieux comme ça, en fait, parce que de te dire que ton équipe te voit pas forcément comme un gérant ou comme un patron, mais te voit comme une personne à part entière avec qui peuvent faire évoluer les choses, tu vois, vous partagez beaucoup de choses et l'expérience est beaucoup plus grande en fait. Donc c'est parti comme ça. Ok. Et aujourd'hui, comment tu te sens? Comment tu te sens au Burkina d'une manière générale? Et quels sont les liens finalement avec ton pays d'adoption qui est le Canada? Alors, de façon générale, j'ai aucun regret d'être rentrée. J'ai aucun regret parce que c'est ce qu'on a toujours voulu et Dieu merci, ça s'est passé comme on voulait. Donc les expériences sont différentes. Mais moi, la seule difficulté que j'ai rencontrée, franchement, comme je te racontais tout à l'heure, c'est celle qui m'a volé mes clients. Et après, les gens qui ont un esprit fermé, négatif. Et moi, ça a été quelque chose de très difficile pour moi parce que j'ai un esprit qui est ouvert et j'aime bien tout ce qui est positif, en fait. Quand je rencontre des gens qui sont négatifs, en fait, ou t'as l'impression qu'ils sont là pour te dire oui, mais ce que tu fais n'est pas bon, ce que tu as fait n'est pas bon, c'est nanani nanana. En fait, moi, très simplement, j'ai cette facilité-là à les mettre sur le côté. Moi, personnellement, je cours après quoi? Je cours après ce qui me rend heureuse. Et ce qui me rend heureuse aujourd'hui, c'est de pouvoir rendre mes enfants heureux, de pouvoir voir ma famille s'épanouir. Et pour l'instant, c'est ce que j'ai envie parce que pour moi, c'est du temps de qualité pour ma famille, c'est du temps de qualité pour mes enfants. Parce que ce que je dis toujours, oui, vivons nos vies de façon à être heureux, mais faisons ce qui nous plaît. Et ce que je fais actuellement, ce que la vie me rend actuellement, me plaît. Et je me dis, la vie est courte. Il y a des gens, on a des amis qui sont décédés sans être mariés, sans avoir d'enfants, paix à leurs âmes. Je pense à quelques-uns en particulier avec qui j'étais hyper proche et tout. Et c'est des choses
après être rentré justement au Burkina, ces décès sont survenus après notre retour au Burkina. Et moi, personnellement, étant mère déjà, je pense que peut-être les femmes ont une philosophie différente des hommes. Étant mère, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui est plus important pour moi? C'est de laisser un souvenir à mes enfants de qualité aujourd'hui, ou de me dire, je cours derrière quelque chose et je peux sortir, prendre ma voiture pour aller au boulot, je fais un accident, je rentre pas chez moi. Qu'est-ce que mes enfants auront retenu de moi? Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, c'est ça ma priorité aujourd'hui. Donc, après, ça peut me convenir à moi, comme ça peut ne pas convenir à quelqu'un d'autre. Mais personnellement, je trouve que étape par étape, année par année, tout ce qui s'est passé depuis notre retour, ça a été comme un rouage, en fait, qui s'est emboîté au fur et à mesure en fonction de chaque étape de nos vies, en fait. Et quand je dis de nos vies, je parle de ma vie à moi, celle de mon mari et de nos enfants. Quand on venait à Bobo, tout le monde nous a dit, mais qu'est-ce que vous venez faire à Bobo? Mais vous allez vous emmerder. Il y a rien à Bobo. Et moi, j'étais convaincue de ça. Aujourd'hui, quand les gens me parlent de Bobo, je dis, mais attends, Bobo, c'est le rêve. Hey, cherche pas à les Toi, tu dois être convaincre, content. hein. On est bien comme ça. Faut pas que tout le monde te soulève. Toi, tu venir dois être nous heureuse quand envahir. je dis ça. On est bien comme ça. Ouais. Comment tu penses changer les choses? Parce que ton envie, c'était de rentrer et de changer les choses. Aujourd'hui, si on te demande qu'est-ce que tu changes finalement, est-ce que tu changes quelque chose? Ça, je pense que ce sont les autres qui pourront répondre à ma place. La seule chose que je pense que j'arrive à changer, ce serait peut-être voir l'évolution dans mon quotidien par rapport à mon boulot. Je pense que c'est l'une des choses qui pourrait être un indice de changement, parce que j'ai réussi à peut-être intégrer des choses qui ne seraient peut-être pas passées parce que ma façon de voir est différente des autres, mais qui fonctionnent, qui fonctionnent. Avoir un poste à responsabilité, en fait, c'était important pour moi de faire en sorte que mon équipe se sente bien. Moi, ce que j'ai gardé en tête, en fait, de tous mes emplois, par exemple, à Montréal, c'était que il y avait pas de boss, en fait. Il y avait un bureau où il y avait quelqu'un qui était assis et qui prenait toutes les décisions, mais il y avait pas de boss. On mangeait tous ensemble, on blaguait tous ensemble, on se faisait des repas de Noël tous ensemble. Ça évoluait positivement, justement, parce qu'il y avait pas, comment dire ça, il y avait pas de barrière, en fait. Et moi, quand j'ai commencé en tant que femme dans mon domaine, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles quand même, hein. Il y a plein d'endroits où j'allais et ce sont souvent des musulmans très croyants ou très pratiquants, j'ai envie de dire, qui, pour eux, la femme, en fait, sa place, c'est à la maison. Donc, j'ai eu à rencontrer des gens qui me demandent, mais vous n'êtes pas mariés, vous n'avez pas d'enfants, pourquoi votre mari vous laisse travailler? Tu vois? Et des gens qui vont me dire, ah, mais moi, je ne sers pas la main d'une femme. Est-ce que vous pouvez m'envoyer plutôt un homme à votre place? Tu vois, j'ai rencontré tout ça. Tu vois, c'est pas des choses que je retiens parce que, oui, à l'époque, ça m'a choqué, mais c'est des choses que j'ai réussi à changer aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des gens qui se déplacent, qui viennent dans mon bureau. Tu vois? Parce que ils ont besoin d'un truc, ou bien voilà, il y a quelque chose qui leur convient pas par rapport à telle chose. Ils viennent prendre mon avis, ils viennent discuter avec moi et tout. Oui, ils vont pas serrer ma main parce que c'est leur religion, mais ils n'ont plus ce problème-là de venir. Moi, au début, à Bobo, quand j'allais prospecter certaines personnes, je ne m'habille pas spécialement en bazin ou en boubou, mais je me sentais obligée de porter ça et de mettre même un foulard sur ma tête avant d'aller dans certains endroits parce que j'avais envie de me fondre dans la masse, j'avais envie d'être reçue convenablement et pas être perçue comme la personne qui vient en pantalon et talons aiguilles et petite chemise et tout, tu vois. Mais aujourd'hui, je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. Parce que Aujourd'hui, les je gens ont m'habille. appris à te connaître et ils savent que tu leur Exactement. donnes du respect. Je vois. Exactement. Tu vois? C'est ça aussi de vivre en société, de faire en sorte que les autres aussi se sentent bien et qu'ils puissent te le rendre en se disant que ils se sentent bien, donc ils peuvent aussi faire en sorte que tu te sentes bien. Ensuite, moi, ma philosophie actuellement, depuis que je suis mère, j'arrête pas de parler du fait d'être mère parce que je pense que c'est ce qui définit beaucoup ma vie depuis quelques années, c'est de faire en sorte que mes enfants aient une belle vie. Et pour moi, que mes enfants aient une belle vie, c'est que moi, je sois une personne bien, en fait, avec la vie. Parce que mes enfants, je les mets au monde, je suis là avec eux, j'espère être là le plus loin possible avec eux.
Mais demain, je peux ne pas être là. Mais qu'est-ce que j'aurais fait qui puisse faire en sorte, si je crois au karma, que le karma rende la vie facile à mes enfants? Ou que les gens qui m'ont côtoyé se disent, mais ces enfants-là, on devrait s'en occuper parce que leur mère a été quelqu'un de bien, par exemple. Ou c'était une personne qui faisait du bien. Donc après, si tu peux pas faire du mal et t'attendre à ce que tes enfants ne paient pas pour ce mal-là, ou que les gens, oui, aujourd'hui tu fais du mal, mais tu es vivant. Je veux dire, on est conscient de ce qu'on a quand on est vivant. Mais quand on n'est pas là, c'est ça qui est le plus important. Parce que quand tu es vivant, tes enfants, tu peux les protéger toute ta vie. Même toi, tu peux te nourrir, tu peux, voilà, tu peux t'en foutre de ce que les gens pensent, tu as les moyens de faire ci, de faire ça et tout. Mais demain, tu peux être malade, tu peux être invalide, tu peux ne plus avoir les moyens de faire ça. À quoi est-ce que tu t'attends? En fait, je sais pas, je me disperse un peu trop, mais pour moi, c'est de ne pas vivre en pensant au jour le jour. C'est de vivre en pensant à tous les jours, mais surtout au futur, parce qu'on sait ce qui se passe aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe demain. Ok, super. T'as un mot de la fin? Non, le mot de la fin, croyons en nos rêves, point. Et soyons les personnes que nous voulons que les gens soient avec nous. C'est tout ce que j'ai à dire. Ces deux choses-là ne peuvent que nous apporter des choses positives dans nos vies, parce que si tu es une personne, si tu es le reflet de ce que tu voudrais que les autres soient avec toi, ben t'es comme un miroir. Tu renvoies, tu vas voir ce que tu donnes en fait. Donc tu n'auras que du positif dans ta vie. Et si tu crois en tes rêves, ben tu feras en sorte de réussir, et il n'y a pas de raison que tu réussisses pas. Ok, super. Merci beaucoup. En tout cas, moi là, j'ai gagné. J'ai fini mon épisode là et dit merci Seigneur. J'étais trop fait souffrir. Nous voici à la fin de l'épisode de Michel. Je remercie Michel pour son honnêteté et pour tous ses conseils. Beaucoup de parents qui parlent de retourner pour pouvoir donner des valeurs ou un confort de vie à leurs enfants, mais c'est les derniers en général à qui on annonce le départ et qu'on prépare finalement au départ. Il y a 2 ans, ma famille et moi-même avons déménagé, nous avons quitté la France pour l'Australie. On avait 3 enfants et il a fallu aider chaque enfant à se sentir bien dans ce nouveau pays. Les enfants ne parlaient même pas du tout la langue. Et je pense qu'on a un peu fait à l'instinct ce déménagement. Les enfants n'ont pas été forcément préparés. On est arrivé dans un contexte qui était un contexte assez délicat, qui est celui du Covid. Donc les enfants étaient à la maison. On a dû faire l'école à la maison, dans un environnement où on maîtrisait pas réellement les codes non plus, ni les codes scolaires, ni les codes d'environnement. On était tout seuls ici, pas de famille, pas d'amis. Et j'avoue que si c'était à refaire, j'aurais mieux préparé mes enfants. Je les aurais mieux préparés parce qu'on a beaucoup vécu et on vit encore beaucoup en famille, entre nous. Mais mes enfants ont mis à peu près 1 an à se faire des amis. Et on est dans un contexte différent qui est le contexte anglophone, où les gens n'invitent pas instinctivement les gens chez eux. Et tout cela, je pense que mes enfants n'ont pas été préparés. C'est pour ça que l'épisode de Michel, je pense que c'est un épisode très très important pour ceux qui comptent déménager et faire le projet du retour en famille. Parce que même si les parents sont sur place, même si la famille nous entoure, c'est pas une ambiance de vacances. C'est très très différent. Et les enfants aussi changent de milieu. Et il est important de pouvoir prendre en charge justement leurs besoins et pouvoir les écouter, parce qu'au final, on est décisionnaire en tant que parents, mais ne pas considérer que juste parce qu'on on pense avoir fait le bon choix pour eux, qu'ils l'acceptent facilement. Et un enfant qui n'arrive pas à pouvoir s'intégrer, ou comme l'enfant de Michel, par exemple, qui a eu des difficultés, elle a eu la chance d'avoir une maîtresse qui a pu attirer son attention, mais ne pas hésiter non plus à aller voir des professionnels pour que l'enfant puisse parler, l'enfant puisse se confier, parce que souvent, on n'arrive pas, nous en tant que parents, à pouvoir non plus désamorcer la chose. Moi, je vois que ma première fille, j'avais pas noté quelque chose de particulier dans son comportement, mais j'avais vu qu'elle refaisait des outils à répétition, qu'elle avait de l'eczéma, et un jour que
Je l'ai prise, elle est adolescente, hein, ma fille aujourd'hui, elle a 15 ans. Quand j'ai essayé de discuter après plusieurs fois avec elle, j'ai vu qu'elle avait un sentiment de protection envers nous. Elle avait peur de nous décevoir, elle avait peur de nous inquiéter, donc elle voulait pas non plus en parler. Et elle nous a juste dit qu'elle avait quitté ses amis et que finalement les amis ici, elle en avait pas, elle n'arrivait pas à intégrer de groupe, déjà parce qu'il y avait la barrière de la langue et aussi parce que les autres enfants sont à l'école ensemble depuis le primaire. Donc intégrer un groupe d'amis est assez complexe. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que on a pu inviter que ça soit ses amis à aller faire des bowling. On a essayé de la sociabiliser un peu et à lui dire que c'était à elle d'aller vers les autres, aussi pour essayer de pouvoir intégrer. Mais c'est pas toujours facile et c'est pas le temps toujours qui résout ce problème-là. Donc il est important de l'avoir en tête. Donc voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez me poser des questions ou poser des questions à Michel, on essaiera de vous répondre de notre mieux. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.